13 h, le journal. Bonjour à tous et bienvenue. Voici le sommaire. 8e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les travaux du Conseil conjoint de gouvernement se sont ouverts aujourd'hui à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Les deux premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly de la Côte d'Ivoire et Christophe-Marie Dabiré du Burkina Faso, vont passer en revue les axes de coopération. Un séjour aux Pays-Bas pour développer l'activité maritime en Côte d'Ivoire. Une délégation du ministère ivoirien des Transports était récemment à Amsterdam puis à Rotterdam, deux importantes villes portuaires hollandaises. Enfin, plus de 160 activistes assassinés dans le monde pour avoir défendu l'environnement. C'est ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui par l'organisation non gouvernementale Global Witness. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ouverture aujourd'hui du Conseil conjoint de gouvernement dans le cadre du 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Les deux premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly de la Côte d'Ivoire et Christophe-Marie Dabiré du Burkina Faso, vont passer en revue les axes de coopération et explorer de nouveaux champs de partenariat. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso évaluent aujourd'hui leurs relations et surtout réfléchissent sur le renforcement de cette coopération. Écoutons le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et son homologue burkinabé Christophe-Marie Dabiré. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso poursuivent depuis toujours et avec une détermination à nul autre pareil des buts communs parce que nous avons des sources et des valeurs communes. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas nous détourner l'un de l'autre sans mettre à l'encan l'avenir de nos populations respectives. L'amitié, la coopération et j'ajouterai l'entente sont des instruments indispensables à la réalisation des ambitions de nos populations qui aspirent au développement économique et social dans un espace intégré où règne la paix, la liberté et la prospérité. Notre espace économique en général, et en particulier nos deux pays, disposent d'importantes potentialités dans le domaine de l'agriculture, des mines, du tourisme et des services, notamment les transports et les TIC. Pour ce faire, la synergie de nos efforts permettra de valoriser ces potentialités. Le TAC nous offre également le cadre approprié pour relever nos défis communs que sont la lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme. En ce qui concerne les échanges entre nos deux pays, il est heureux de constater une forte progression d'année en année. En effet, le volume global des échanges affiche une tendance haussière, passant de 256 milliards de francs CFA en 2013 à 348 milliards de francs CFA en 2018. À noter également que pendant le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé 2019, un projet d'envergure sera au centre des travaux. Il s'agit de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, un investissement de 238 milliards de francs CFA. Cet ouvrage va booster les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mahama Traoré. Sur le chantier de la future autoroute Yamoussoukro-Tébissou, les engins lourds s'attellent à peaufiner la phase de terrassement. Il a fallu aménager 4 millions de mètres cubes de sable pour tracer la future voie. La chaussée, elle, a déjà pris forme. On est en train de mettre en place la couche de forme qui est en concassé. Et la plupart des ouvrages hydrauliques sont terminés, à l'exception des deux échangeurs qui n'ont pas encore commencé. 36,5 km d'autoroute à réaliser pour rallier la capitale politique à la localité de Tébissou. La chaussée sera de 2 fois 2 voies. Les matériaux utilisés sont fabriqués depuis cette station de concassage près du village de Lolobo. Nous sommes à la phase de la couche de forme. Après la couche de forme, il nous reste 2 autres couches, chacune de 20 cm.
La troisième phase, c'est le bébé, ce qu'on appelle le produit noir, qui donne vraiment un aspect réel du projet. On dit voilà, le projet ça commence à être clair. 28% de taux de réalisation à ce jour, insuffisant pour tenir le délai de livraison initialement prévu pour octobre 2019. Plusieurs raisons expliquent ce retard. Il y a eu des contraintes qui ont amené des adaptations du projet, mais évidemment, il y a toujours un petit peu la part de chacun, la libération de l'emprise, le déplacement des réseaux, les performances de l'entreprise. Donc nous accusons effectivement un retard par rapport au calendrier initial. Arrivé à Tébissou, l'autoroute va traverser le fleuve Caen et rallier la ville de Boaké. Voici ce que sera cette section longue de 96 km. Les travaux ont démarré en avril dernier. Le chantier va mobiliser entre 700 et 1500 personnes. Pour l'heure, c'est la phase de terrassement. Depuis sa base de vie installée près de Boaké, l'entreprise chinoise en charge des travaux analyse la texture des différents types de sols rencontrés. Objectif, livrer un ouvrage de qualité à l'issue des 3 ans de travaux impartis. Les taux de réalisation, c'est presque 15%. 15%. Et puis dans les soutiens de H-Route et VNet, on croit qu'on peut finir les travaux à temps. 2 sections pour bâtir une autoroute de 132,5 km entre la capitale politique et la deuxième plus grande ville du pays. Coût global des travaux, plus de 238 milliards de francs CFA, mais l'État ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les études qui ont été faites pour l'instant, on va aller jusqu'à Kanaoulo. De Kanaoulo, on va remonter jusqu'à Fer, qui est toujours par l'autoroute. Mais aussi, il va y avoir l'embranchement de Kanaoulo pour aller vers Korogo, aussi en autoroute. Et éventuellement, on fera entre Korogo et Ferké aussi en autoroute. La construction de l'autoroute entre Boaké et vers la frontière, les études sont en train d'être terminées. Une fois que les études seront terminées, on va voir comment on mobilise les ressources pour pouvoir donc réaliser cette autoroute qui est extrêmement importante pour les 2 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina et aussi pour le Mali. Une fois achevée, cette autoroute va donner une seconde vie au trafic et aux échanges entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Hinterland, notamment le Burkina Faso. Les 2 pays nourrissent l'ambition commune de réaliser une autoroute entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Cette ambition commencera à être une réalité dès le second semestre de 2020, délai prévu pour la livraison du tronçon Yamoussoukro-Tébissou. En Côte d'Ivoire, 2 ouvrages sur le contrôle géotechnique et la pratique des routes désormais publiés. Ces livres, écrits par un ingénieur des ponts et chaussées, le docteur Ménamessou, retracent la conception durable des infrastructures routières. Franck Quadiou a rencontré l'auteur. 2 ouvrages pour mieux cerner les contours de la réalisation d'une bonne infrastructure routière. Note sur le contrôle géotechnique des travaux routiers et note sur la pratique du contrôle des travaux routiers. L'auteur est un praticien. Le docteur Ménémessou a formé plusieurs générations d'ingénieurs. Son intention a porté sa contribution sur la question de la durabilité de nos routes en mettant l'accent sur la qualité du sol et autres caractéristiques locales nécessaires à la construction d'une bonne route. La route, elle vit. Il faut la réparer. Avec quoi vous allez la réparer? Vous la réparez, ce qui existe sur vous. Vous n'allez pas prendre ce qui est venu d'ailleurs, qui va coûter très cher. Alors que vous avez dans votre environnement des matériaux pouvant faire ce travail. Par exemple, on parle de chez nous, on parle de latérite par exemple. Bien, si vous prenez une latérite ici à Zagué, vous allez prendre la même latérite à Korogo, ce n'est pas la même chose. À plus forte raison si vous allez le prendre au Burkina. Donc il faut connaître ce que vous aviez ici, puis savoir comment l'utiliser. Ils sont plusieurs à avoir porté la question des infrastructures routières au sein des différents gouvernements. Une telle œuvre est saluée. L'implication des experts sur des domaines techniques a donc son sens. En mettant dans un document l'expérience, 40 ou 50 années d'expérience qu'il a vécue, ça permet aux jeunes de la génération qui vont venir de bénéficier d'un document disons référence. Et il faudrait qu'à partir de ceci, tous ceux qui seront au niveau de la construction, tous ceux qui seront au niveau du contrôle, fassent leur travail correctement. Et je pense qu'on est déjà sur la bonne voie. Adapter l'environnement local. Donc c'est là que le travail de l'auteur a salué, car il appelle à l'élaboration d'une réglementation nationale construite à partir de la longue expérience de notre pays en matière de construction routière. Une réglementation donc plus adaptée aux réalités locales,
et à même d'assurer une meilleure viabilité de nos ouvrages. Les deux œuvres, préfacées par Pierre Demba, actuel directeur général de l'AGEROUTE, et Fofana Bouaké, directeur général de la SICOJ, sont parues en 2017. Toujours en Côte d'Ivoire, début hier des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur, le BTS 2019. Plus de 56 000 candidats sur tout le territoire national. C'est donc aujourd'hui le deuxième jour de composition pour ces étudiants. Deuxième jour de composition donc aujourd'hui pour les candidats au brevet de technicien supérieur 2019 en Côte d'Ivoire. Alors comment les candidats de l'intérieur du pays abordent-ils les épreuves? Ils sont au micro de Charles Tatou. À Bouaké, les candidats ont pris d'assaut les différents centres d'examen pour affronter les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2019. Dans les centres d'examen, cartables et autres supports sont déposés à l'entrée de chaque salle. Katou Boni Francis, secrétaire général de la préfecture de région de Gbeke, a visité les différents centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, encourageant les candidats. Après les conseils d'usage, c'est le moment pour les candidats de découvrir le contenu de leur toute première épreuve. Les responsables des centres d'examen se félicitent de la bonne organisation de cette première journée. De façon générale, les épreuves se tiennent bien. Les surveillants dans leur salle, les membres du secrétariat également sont présents dans leur salle. Donc tout se passe bien. Pour la session 2019, ils sont au total 2285 candidats issus de 15 filières industrielles et tertiaires, repartis dans 5 centres. 41,23%, le taux de réussite au baccalauréat 2019 est en baisse en Côte d'Ivoire. Les résultats du bac 2019 ont été délivrés hier par la direction des examens et concours. À noter que les filles ont supplanté les garçons, 42,63% contre 40,12%. Le point avec Sephora Zegui. Examen du baccalauréat session 2019, les résultats des 261 707 candidats sont connus. Au terme des délibérations, a vu se présenter effectivement dans les 442 centres de composition du territoire national 261 707 candidats, dont 115 458 filles et 146 249 garçons. Sur cet effectif de candidats présents, 49 221 filles et 58 076 garçons, qui donnent un total de 107 897 candidats, ont été déclarés admis, soit un taux de réussite national de 41,23%. Un taux national de réussite en baisse de 4,90 par rapport à la session précédente. Autre constat, le taux de réussite chez les filles, qui est de 42,63%, est meilleur que celui des garçons, où il est de 40,12%. Les résultats du jury spécial de réclamation seront proclamés le jeudi 1er août 2019 à 15 h dans les mêmes centres. Les résultats sont disponibles depuis 14 h ce lundi dans tous les 442 centres de composition du pays. Il ne reste plus que 48 heures aux candidats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs. Un tout autre sujet à présent avec la 18e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts. Les meilleurs agents de cette structure ont été récemment récompensés. Le thème de cette édition 2019 porte sur la digitalisation de la Direction générale des impôts. Le point tout de suite avec Cheikh Koné. Il s'appelle Kwasi Kan Augustin. Il est administrateur des services financiers à la Direction générale des impôts de Tanda. Il est sacré meilleur agent de la Direction générale des impôts pour la 18e édition du prix d'excellence de cette régie financière. Je suis quand même content et je suis fier d'avoir reçu ce prix. Je crois que c'est juste un appel à l'effort continu. C'est ce que je retiens de cela. Plusieurs autres prix ont été décernés.
Il s'agit des prix du meilleur agent des services techniques, du contrôle fiscal et des services administratifs. Contrairement aux éditions précédentes, le prix de l'innovation n'a pas été remporté. Sie Ouattara, directeur général de la Direction générale des impôts, a rappelé les différentes réformes initiées par son administration en vue de rendre plus innovant et plus efficace le paiement des impôts. Pour la Direction générale des impôts, la digitalisation de ces procédures constitue non seulement une réelle opportunité d'améliorer la qualité de service à offrir aux usagers, mais aussi une garantie pour l'optimisation des recettes fiscales. Le prix d'excellence institué depuis quelques années au sein de votre administration concourt certes à promouvoir les principes d'éthique et de bonne gouvernance qui caractérisent les administrations modernes, mais elle vise également à promouvoir l'émulation d'une saine concurrence entre les agents et les services. Janoa Ousoukwadio, président du Sénat, par ailleurs parrain de la cérémonie, a félicité les lauréats avant de les exhorter à plus d'engagement et plus de responsabilités dans les missions qui sont les leurs. Chers lauréats et récipiendaires du jour, je tiens à vous féliciter pour la qualité du travail que vous avez fourni et qui vous propulse au rang des agents qui seront dorénavant cités en exemple partout et particulièrement au sein de cette administration extrêmement exigeante qui regorge de nombreux hommes et de femmes talentueux. Continuez à travailler à l'amélioration de ce que vous savez faire afin de continuer à mériter la reconnaissance de votre hiérarchie et susciter une saine admiration auprès de vos collègues. Pour 2019, les objectifs de recettes assignés à la Direction générale des impôts sont fixés à 2513,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 374,4 milliards de francs CFA par rapport aux réalisations de 2018 qui s'élèvent à 2146,9 milliards de francs CFA. Faisons un petit tour à présent à la Direction générale des impôts dans la commune de Cocody. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a visité récemment cette structure. Objectif, s'imprégner du système de digitalisation des différents services. Cheikh Koné. Pour sa première tournée d'inspection du système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, CGC, le choix du secrétaire d'État Moussa Sanogo s'est porté sur le centre des moyennes entreprises de la JB, Sisa Cocody Danga. L'objectif de la visite est de vérifier de façon pratique l'utilisation des nouveaux outils mis à la disposition de l'administration fiscale dans le cadre de la modernisation et de la digitalisation. C'est une visite à nos services. Vous savez, nous travaillons actuellement à consolider le processus de digitalisation au niveau de l'administration fiscale. Alors nous avons basculé à une phase un peu plus étendue en faisant en sorte que le système intégré de gestion englobe également les moyennes entreprises. Donc il s'agissait de voir un peu comment est-ce que les choses se passaient sur le terrain. J'ai remarqué, moi d'abord, que ça fonctionnait très bien, mais le plus important, ce sont les agents eux-mêmes qui utilisent ça au quotidien. Et eux, en tout cas, sont tout à fait satisfaits avec moi sur ce qui se passe. Lancé depuis le 14 mars dernier, le CGC est une plateforme numérique dont l'objectif est d'inscrire définitivement l'administration fiscale dans la transformation digitale. Avec cet outil, dorénavant, le remboursement de crédits de TVA, les demandes d'actes administratifs et fiscaux, ainsi que les requêtes diverses peuvent se faire en ligne. À terme, le CGC permettra de disposer de données fiables avec comme enjeu la sécurisation des recettes fiscales. Comment rendre plus compétitifs les ports d'Abidjan et de San Pedro? Une délégation du ministère ivoirien des Transports était récemment aux Pays-Bas. Objectif, s'inspirer de l'expérience des responsables des ports d'Amsterdam et de Rotterdam, ces deux ports étant les plus importants d'Europe et du monde. Walter Amadou Ouattara. Le port de Rotterdam est le 4e plus grand port au monde et le premier en Europe. Plus de 30 000 navires y accostent. Avec ses 52 millions de personnes transportées et 1,5 million de tonnes de marchandises, l'aéroport d'Amsterdam, quant à lui, constitue un hub pour l'aviation européenne.
Des atouts qui font des Pays-Bas un pays compétitif au niveau international. Comment nous avons développé nos ports? La partie la plus importante, c'est de créer les conditions dans lesquelles les entreprises privées peuvent fonctionner optimal. Il faut bien écouter les utilisateurs du port et il faut donner de la confiance à les gens qui peuvent se mettre dans le port et développer leur business. Dans ce port, des quais à conteneurs possèdent des engins sans conducteur rangeant de façon remarquable les conteneurs. Les ports d'Amsterdam et de Rotterdam ont positivement impressionné les directeurs généraux des ports de San Pedro et d'Abidjan. Que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de l'aéroport, tout ça pour ramener justement le port ou une région comme celle de San Pedro comme un hub pour l'ensemble des transactions, sinon la grande partie des transactions au niveau des produits de gros exportés ou importés s'agissant de la Côte d'Ivoire. On a appris des choses qu'on essaiera de mettre en œuvre pour être plus performant. Ce port-là date de 1800. Nous sommes sur la bonne voie, mais seulement si on peut, par ces expériences-là, sauter des étapes en termes de performance et de développement, ce sera toujours le bienvenu. Plusieurs institutions ont été également visitées, notamment le ministère néerlandais des Affaires économiques, une académie de la mer où la démonstration dans un simulateur de navigation a permis aux hôtes de présenter l'importance de la qualité de la formation. Une visite qui édifie le représentant du ministre des Transports, Amadou Koné. Avec ce que nous avons vu, ce qui est une réussite mondiale, nous allons faire certaines recommandations à M. le ministre à charge d'apprécier de la justesse de ces recommandations. À la fin de la présente visite de travail, on retient entre autres recommandations pour la partie ivoirienne, la construction d'une gare routière assortie d'un système d'appel, la réduction du nombre d'incidents en relation avec les camions, la diminution de la circulation de camions dans les ports en Côte d'Ivoire. Autre actualité nationale, Douasso, village situé dans le nord du pays, est désormais un château d'eau. Cet ouvrage a été inauguré il y a quelques jours par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. C'est un reportage de Eugène Atoubé. En fait, d'eau à Douasso, c'est un peu compliqué, c'est compliqué même. Surtout temps de sécheresse. On lutte l'eau ici. Souvent, on se bat à cause de l'eau ici. Mais quand tu peux rien faire sur le champ avec ça. Tu es obligé de déposer. Ça se pose en bas avant de prendre pour faire tes activités. Vraiment, le château est venu, ça nous a beaucoup plu. On dit merci. Le château d'eau du village, désormais fonctionnel, finit donc l'utilisation de l'eau issue des puits et marigots avec leur corollaire de maladies hydriques. C'était chouette. On partit chercher l'eau au champ. L'eau c'est pas bon. Comment on va faire? Quand on a gagné ce château là, on est content. Le château d'eau de Douasso a coûté à l'État de Côte d'Ivoire environ 545 millions de francs CFA. L'inauguration de ce château d'eau s'inscrit dans le cadre du vaste programme de mise en service de 21 châteaux dans 21 localités du pays. Volonté du gouvernement, sous le leadership éclairé du Premier ministre, M. Amadou Coulibaly, de mettre l'eau potable, source de vie, à la portée de tous. Pour les habitants de ce village, les souffrances liées aux pénuries et aux pénibles corvées d'eau endurées depuis plusieurs décennies font désormais partie du passé. Ce château d'eau de 50 mètres cubes va alimenter Douasso et Mounini dans la sous-préfecture de Sianala, région de la Bagoué, deux gros villages de plus de 8000 habitants. Un château d'eau également pour le village de Sassoko Benini dans la région sud du pays. Cette infrastructure en béton armé a été inaugurée récemment par une délégation gouvernementale. La construction du château d'eau de Sassoko Benini s'inscrit dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable AEP. Jean-Louis Gbangbo. Jour de fête à Sassoko Benini. Ce village de 2000 âmes, situé dans le département de Jarville, est officiellement raccordé au réseau d'adduction en eau potable.
un soulagement pour les populations. On est content. On est content même parce qu'on a laissé cette eau-là puis prendre l'eau des pompes. On puise l'eau dans le puits. Donc ça nous fatiguait. Aujourd'hui on a eu l'eau. Nous sommes contents. Un pas de plus vers le développement que les membres du gouvernement qui ont pris part à cette cérémonie ont appelé à préserver et à consolider. Le programme social du gouvernement, il est en marche. Vous avez vu le lancement de toutes les certifications. Maintenant, nous sommes passés à l'eau. Demain, ça va être les écoles. Après, ça va être les centres de santé et ainsi de suite. Donc, le gouvernement a fait adopter un plan social qui a des ressources et qui s'intéresse à apporter le développement le plus proche possible des populations. L'étape d'aujourd'hui marque un début d'inauguration, de lancement de programmes, d'activités dans la région de Campon, qui ont été des promesses qui ont été faites par le président de la République et qui vont être mises en œuvre de façon rapide et immédiate. Nous devons regarder la même direction, c'est de faire en sorte que nous puissions aller vers le développement. Rassembler, rester unis, ensemble pour le développement. Les ministres ont surtout plaidé pour le maintien d'un climat de paix dans la région, seul gage de développement. Le système d'alimentation en eau potable de Sassako-Benyini comporte notamment un château d'eau de 50 mètres cubes. Il a coûté 500 millions de francs CFA, financé par le Fonds de développement de l'eau. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la traite des personnes. Il s'agit de sensibiliser le grand public au sort subi par des millions de victimes de la traite. En Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté appelle à une synergie d'action. Maria Toukone est au micro de Mamadou Kouassi. Environ 4 millions de personnes, dont plus de 500 000 enfants, sont victimes de la traite de personnes sur le continent africain. Ce phénomène, qualifié d'esclavage des temps modernes, touche pratiquement tous les pays. La plupart de ces États constituent à la fois des zones de transit, d'origine ou de destination finale. En Côte d'Ivoire, plusieurs dispositions ont été prises en vue de juguler ce phénomène. Face à ce phénomène, la Côte d'Ivoire, notre pays, sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris des mesures vigoureuses, notamment l'adoption de la loi du 8 décembre 2016 portant lutte contre la traite des personnes et créant le Comité national de lutte contre la traite des personnes. La prise du décret du 13 avril 2017 portant attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de lutte contre la traite des personnes, présidé par le Premier ministre. L'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes assortie d'un plan d'action quinquennal 2016-2020. Cette année, pour la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la traite des personnes, le thème retenu est la traite des êtres humains. Appelez votre gouvernement à agir. En Côte d'Ivoire, le gouvernement appelle à une synergie d'action. Ce thème nous donne l'occasion d'interpeller l'ensemble des acteurs de lutte contre la traite des personnes à redoubler d'efforts pour mettre fin à cette grave atteinte aux droits humains. Nous devons œuvrer davantage à protéger la vie de nos concitoyens et de toutes les victimes de cet esclavage des temps modernes. Cela requiert une synergie d'action, une mutualisation des efforts et une implication de tous, gouvernement, autorités administratives, autorités politiques, autorités traditionnelles, leaders communautaires, guides religieux, organisations de la société civile, artistes, sportifs, professionnels des médias et de la communication, etc. Nous devons agir ensemble maintenant et dire non à la traite des êtres humains. Pour traduire en actes cette synergie d'action, de nombreuses initiatives ont été menées par le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Des actions qui portent des fruits avec l'assistance portée à 3 Nigérianes victimes de traite à Korogo et de 6 Chinoises victimes d'esclavage sexuel à Abidjan. Ces personnes secourues ont été ramenées dans leurs pays respectifs. Un tout autre sujet à présent, comment gérer durablement les ressources forestières en Côte d'Ivoire? Un projet avait été élaboré en 2018. Alors où en est-on aujourd'hui? Eh bien, les responsables de ce programme ont fait récemment un bilan à Yamoussoukro, dans la région centre du pays.
Des chiffres alarmants à présent. Au moins 164 défenseurs de l'environnement se battant contre des projets miniers, forestiers ou agro-industriels ont été tués en 2018 selon le bilan annuel de l'organisation non gouvernementale Global Witness. Le document publié aujourd'hui souligne aussi que d'innombrables autres ont été réduits au silence à travers le monde par la violence, l'intimidation et l'utilisation de lois anti-manifestation. Enfin, au Soudan, alors que les négociations entre les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation doivent reprendre aujourd'hui, 5 manifestants, dont 4 étudiants, ont été tués par balle hier lors d'un rassemblement dans la ville de El Obeid, dans la région centre du pays. Un couvre-feu nocturne a été imposé dans 4 villes du pays, dont justement El Obeid. Fin de cette édition, je vous souhaite une excellente journée.